du coup, bonjour à tous, je suis Guillaume Sartou, postdoctorant au LAS CNRS et je travaille majoritairement sur l'interaction humain-robot avec un focus quand même sur la connaissance. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas vous présenter de solutions, mais plutôt vous présenter des problèmes, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et il faut savoir que quand même, j'aime bien regarder ça à chaque fois. La robotique en fait, de service, c'est quand même un rêve depuis fort longtemps. Typiquement, on a la couverture de Science et Vie de 1960, où déjà il titrait Le robot à tout faire, mythe ou possibilité. Et on voit très bien qu'en 2010, donc 50 ans plus tard, on a encore des couvertures sur la robotique qui disent « Les robots seront-ils un jour réellement capables de faire quelque chose ?» Comme quoi, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on a beau voir depuis quelques années des robots sortir, donc typiquement Sophia, typiquement Ameca il y a quelques années. Bon, on est encore au stade de pantins et plus de marionnettes qui ne servent pas à grand-chose. Mais il faut quand même avouer que depuis maintenant 1 an, on commence à voir quand même des robots qui savent faire des choses et qui commencent à être au contact de l'humain, même si au final, Optimus, on s'est rendu compte que c'était du flan. C'est pas grave. Pour vous présenter un petit peu les défis. Mettons-nous dans un contexte idéal. Quel est notre but ? Notre but, c'est de faire en sorte d'avoir un robot à domicile qui puisse nous aider. Et à partir de là, la première chose, selon moi, qu'on va devoir régler, c'est être capable de limiter son besoin à la connexion Internet. Pourquoi ? Pour déjà réduire un petit peu la bande passante, réduire la consommation énergétique et surtout respecter la vie privée des personnes et être capable de le déployer à des endroits qui ont des faibles connexions. Et à partir de là va arriver un problème, ça veut dire que tous nos algorithmes, on va devoir faire en sorte de les faire tourner de manière embarquée. Et ça va être quelque chose d'important, le côté embarqué. Une fois que notre robot va être déconnecté un petit peu d'Internet, ou en tout cas limité, on va devoir essayer de faire disparaître un petit peu tous ces capteurs extrasensoriels qui sont en dehors du corps de notre robot parce qu'on n'a pas forcément envie d'équiper la totalité de notre maison avec des caméras partout, histoire d'être observé, et on souhaite pouvoir déployer ces robots de manière simple, n'importe où. Ça veut dire que notre robot va devoir se baser uniquement sur les capteurs qui l'embarquent lui-même. À partir de là, notre robot ne sera plus du tout omniscient. Et ça, c'est vraiment une problématique qu'il faut qu'on aborde en robotique. Nos robots ne sont pas omniscients. Et à partir de là, ça veut dire que quand ils tournent le dos à une personne, il ne faut pas qu'ils pensent que la personne a disparu, qu'elle n'existe plus. Donc tous les raisonnements que l'on va faire ne doivent pas être uniquement basés sur une image à un moment donné. Nos robots doivent se rappeler et se modéliser leur espace dans leur globalité pour être capables de comprendre ce qu'ils sont en train de réaliser. Et typiquement être capables de comprendre les conséquences de leurs actions. Si jamais mon robot ici pense que vraiment son monde est purement une image, si quand il pousse la boîte, il ne se rappelle pas qu'il y a un objet derrière, inévitablement il va le faire tomber. Donc certes, nos robots doivent comprendre les conséquences de leurs actions, mais également les conséquences sur ce qu'ils ne perçoivent plus, mais que pour autant ils ont perçu dans le passé. Également, on voit à chaque fois cet idéal du robot avec des mains, avec des grippers. Mais est-ce que c'est vraiment une solution et une finalité ? Pourquoi pas avoir des robots qui ont des end effectors qui vont être changeants ? Si je veux que mon robot perce, il peut potentiellement changer de end effector. C'est une possibilité, il ne faut pas la négliger. Donc nos robots vont devoir être capables de s'adapter en fonction de leurs capacités courantes. Et ça, c'est super intéressant, être capable de s'adapter par rapport à la situation courante. Ça veut dire que si mon robot perd un membre, perd une fonctionnalité physique, il doit être compliant et non pas juste se mettre en défaut. À partir de là, nous sommes donc prêts à interagir. Nous avons un robot qui peut interagir avec un humain. Et la question qu'on se pose régulièrement, c'est qui interagit le mieux avec un humain qu'un autre humain ? Pour autant, la question que moi je me pose, en tout cas ma vision de la robotique, c'est de se dire que le robot est un intermédiaire pour agir sur notre monde et pour réaliser des tâches de manière plus performante. Ce qu'on souhaite donc, c'est créer un outil qui soit certes capable, en tant qu'humain, on puisse utiliser et qui soit capable d'interagir avec notre monde. Et une analogie que j'aime beaucoup vis-à-vis de ça, c'est celle de la vis et de notre main. C'est-à-dire que je souhaite créer un outil qui va me permettre d'utiliser la vis parce qu'avec ma main, ce n'est pas performant. Pour ça, on crée donc le tournevis. Ça nous semble assez évident. Et pour la robotique, on souhaite donc créer un robot. Pour autant, qu'on soit bien d'accord, mon tournevis n'est pas parce que je l'utilise avec ma main qu'au bout, je vais mettre une main. Non, je vais mettre quelque chose qui va être adapté à mon interaction avec mon outil. C'est pareil pour mon robot. C'est pas parce que je souhaite le faire interagir avec un humain qu'obligatoirement, je dois lui donner toutes les qualités d'un humain. Typiquement, pourquoi lui mettre forcément des yeux ? Pourquoi lui mettre une bouche ? Pourquoi lui mettre des jambes quand c'est pas forcément nécessaire ? Est-ce que j'ai besoin de lui mettre 2 bras obligatoirement ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 1 ?
Est-ce que je ne pourrais pas lui mettre une tablette qui pourrait possiblement faciliter l'interaction en affichant des informations supplémentaires, en affichant ce que le robot peut vouloir dire, en mettant des boutons supplémentaires? Et pareil, est-ce que l'interaction doit forcément passer par le langage? Est-ce qu'il ne peut pas passer également juste via nos téléphones, via nos tablettes, via nos ordinateurs, avec un contrôle à distance de nos robots? C'est bien ce que l'on voit aujourd'hui avec, par exemple, les robots aspirateurs auxquels on ne parle pas, mais juste qu'on va contrôler à distance. Quand on parle de vouloir mimiquer l'humain, quelque chose qui arrive très régulièrement et beaucoup en recherche, ça va être toute la question des sentiments. La question qu'on va se poser, c'est veut-on vraiment mettre des sentiments chez le robot? Certes, ça aide beaucoup l'interaction. Ça permet de créer un lien avec la machine et donc faciliter l'échange d'informations et la confiance qu'on va pouvoir avoir dans cette machine. Pour autant, est-ce qu'on veut vraiment un jour avoir un robot qui nous dise « Oh là là, je me sens vraiment triste, mais par contre, si tu m'achetais la nouvelle pièce d'équipement, je me sentirais vachement mieux ». La question qu'on va devoir se poser en voulant intégrer tout ça, c'est à quel moment ça se situe vis-à-vis de la manipulation et vis-à-vis du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de vouloir acheter un nouvel accessoire, mais qu'est-ce qui pourrait être de pubs diverses, que ce soit sociétal ou politique? C'est vraiment des questions en tant que chercheur qu'on doit se poser et auxquelles on doit réfléchir. À vouloir mimiquer l'humain, une analogie que j'aime beaucoup, c'est la calculatrice. Est-ce qu'on veut vraiment, par exemple, pour utiliser une calculatrice, que ça ressemble à un humain, que ça interagisse avec nous comme un humain? Typiquement, si je lui demande combien font 11 fois 99, qui prennent bien 30 secondes pour réfléchir, comme le ferait un humain, parce qu'après tout, on fait comme ça. Tout ça pour me donner un résultat faux en me disant « Ah, j'ai peut-être oublié de retenir une dizaine ». Parce qu'après tout, un humain fait ça. Est-ce qu'on veut, du coup, vraiment reproduire les biais et les erreurs que font l'humain ou non? De mon point de vue, le robot reste une machine et reste un outil. Et on doit essayer de faire en sorte d'utiliser toutes les capacités, tous les avantages de ces machines, sans vouloir essayer de tomber forcément dans le mimicage avec l'humain. Maintenant que nous avons notre robot qui est prêt, nous allons être capables de pouvoir interagir avec. Mais avant d'interagir en coopération, utilisons une situation très simple qui est vraiment l'humain suiveur de notre robot. Et notre robot n'est pas forcément un robot physique à proprement parler, ça peut être simplement un GPS ou notre voiture autonome. Habituellement, votre GPS, si vous le faites parler de temps en temps, vous dit « Au prochain rond-point, à 300 mètres, prenez la première sortie ». 30 secondes après, même pas, il va vous dire « Au rond-point, prenez la première sortie ». Et là, on se pose la question de si c'est le chemin que je prends tous les jours pour rentrer chez moi, est-ce que j'ai vraiment besoin que mon robot, à chaque fois, me donne autant d'informations? Ça va être une charge cognitive supplémentaire pour l'utilisateur qui n'est pas forcément bénéfique. Mais ça veut dire que notre robot, certes, va devoir être capable de prendre en compte notre charge cognitive, mais va devoir également être capable de mémoriser et en tout cas de s'adapter à l'utilisateur au fil du temps. Ce n'est pas une utilisation à un instant T, c'est une utilisation à long terme. Il faut pour ça que le robot sache que je fais ce chemin quotidiennement et que donc je connais la route. Et à partir de là, on pourra avoir une interaction qui est très simple. Typiquement, à partir de là, prends le même chemin que d'habitude. Simple, efficace et agréable. Et à partir de là également, quand il y a un contretemps, typiquement, il y a la police, dans ce cas-là, mon robot peut me parler, mais je sais que quand il va me parler, c'est pour me donner une information qui va être pertinente, que je n'avais pas, et donc auquel je vais faire attention. Là où si on vient me surcharger d'informations constamment, au bout d'un moment, je n'ai plus faire attention à ces informations. Cependant, de temps en temps, notre GPS choisit de changer de route. J'ai l'habitude de prendre la première sortie, il va me dire prends la seconde sortie. Encore une fois, ce n'est pas une bonne interaction. J'ai besoin que mon robot me donne les clés de ses décisions et m'explique pourquoi ce changement. Typiquement, ça peut être simplement parce qu'il y a un accident. On a vraiment besoin d'avoir une lisibilité de nos systèmes robotiques et de nos systèmes artificiels. Ou ça peut être typiquement parce qu'il y a un chantier. Et dans ce cas-là, fort bien. Et ça, il en va de même pour la voiture autonome. C'est pas parce que je ne conduis pas que je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi il y a un changement par rapport à ce qui se passe d'habitude. On souhaite vraiment avoir de la lisibilité dans nos interactions avec ces machines. Mais qui dit aussi voiture autonome, dit aussi robot autonome, en tout cas machine autonome, et du coup possibilité de mal les utiliser. Qu'est-ce qui empêcherait mon humain de dire non mais ne t'inquiète pas, je connais les gars du chantier, on peut passer quand même par là, tout va bien se passer. Comment prévenir les mauvais usages de nos robots? Parce qu'ici, je vous donne cet exemple, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi avec un robot physique, humanoïde par exemple, qui peut créer n'importe quel objet ou réaliser n'importe quelle tâche. Donc, prévenir les mauvais usages.
Et également, nos robots ne vont pas interagir uniquement avec nous. Ils vont être présents dans un contexte social, avec des personnes qui vont arriver, qui vont partir. Et à partir de là, on ne souhaite pas forcément qu'ils divulguent les mêmes informations si on est seul ou si on est accompagné d'une autre personne. Et au contraire, de temps en temps, on souhaite possiblement que notre robot donne des informations supplémentaires à la personne qui vient d'arriver, de manière à lui permettre de comprendre la situation courante dans laquelle il est arrivé. Donc, si mon robot est capable de lire mes textos, possiblement, je n'ai pas forcément envie qu'il le lise quand il y a quelqu'un à côté. C'est fort bien, nous avons donc un robot qui est capable à peu près d'interagir avec l'humain et donner des informations qui sont pertinentes. Maintenant, le but, ça va être d'interagir vraiment avec lui pour collaborer et réaliser une tâche ensemble. Et le meilleur exemple, c'est la cuisine. Sauf que je suis un peu vite. Donc, quand je vais devoir réaliser la cuisine avec mon robot, je ne souhaite pas forcément le laisser faire ça tout seul. Je souhaite possiblement le faire avec lui et donc avoir une répartition des tâches. Et habituellement, ce qu'on pourrait faire de manière très simple, c'est de considérer ça comme un système multi-agent où on va faire une répartition des tâches de manière bête et méchante en fonction des capacités de chacun, des préférences de chacun, de plein de paramètres. Sauf qu'il faut quand même se rappeler que nos humains, nous en tant qu'humains, nous ne sommes pas contrôlables. Et si ici mon humain a envie de partir pour aller passer un coup de téléphone ou que sais-je, mon robot va devoir s'adapter à ce changement en temps réel et au fur et à mesure en répartissant du coup les tâches. Une autre chose possible, une autre chose nécessaire, ça va être que notre robot va devoir prendre en compte ce que notre humain sait ou ne sait pas. C'est déjà un petit peu ce qu'on a vu avec le GPS où notre robot doit prendre en compte la route qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou en tout cas on a nos habitudes. Ici, ça va être la même chose mais au niveau physique. Typiquement, si mon robot demande à mon humain « prends la tasse rouge », ça va être très simple. Notre humain pouvait la voir et c'était la seule. C'était quelque chose d'assez évident. Il n'y avait pas besoin d'informations supplémentaires pour être capable de désigner cet objet-là. Mais si mon robot a besoin de dire « prends la tasse verte », notre robot a besoin d'estimer que notre humain ne le sait pas et donc possiblement lui donner des informations supplémentaires. Donc la communication doit être ancrée dans notre environnement avec une estimation de ce que l'humain sait ou ne sait pas, de manière à avoir une interaction qui va être la plus efficace et la plus naturelle possible. Mais également, notre robot va devoir être capable de se projeter le long de ses tâches. Et ça va être quelque chose de primordial, parce qu'une action n'est pas juste une action dénuée de sens à un instant T. Ça va être une action pour amener à une tâche beaucoup plus globale. Et si par exemple ici la tâche c'est de faire à manger et de mettre la table, si on a déjà utilisé la fameuse tasse rouge pour juste faire une préparation et qu'au final quand on met la table on a besoin de 2 tasses et qu'il n'y en a plus, c'est un manque de prévision et d'anticipation de ses futures actions et possiblement également de ses futures communications. Donc pour moi, tout ça, c'est un petit peu l'ensemble des défis qu'on a encore à réaliser en robotique pour l'interaction humain-robot, pour arriver à rentrer dans des scénarios qui sont plus réalistes, selon moi, pour arriver à mettre des robots chez nous ou à peu près partout. Je vous ai présenté plein de problèmes, mais quand même, on essaye de travailler un minimum à des solutions. Les choses sur lesquelles on travaille au sein du LAS, en tout cas dans mon équipe, ça va être une architecture robotique un petit peu complète. Le but, ce n'est pas de considérer chaque composant et chaque défi comme étant indépendant de tout le reste. Typiquement, si je souhaite pouvoir parler d'une situation, il faut aussi que je puisse la percevoir. Et donc, on est obligé de prendre en compte cette réalité. Et la particularité, c'est que c'est une architecture qui va être centrée autour de la connaissance. La première chose qu'on va essayer d'aller faire, ça va être de percevoir notre environnement. Alors, nous, on n'est pas experts en perception, on va se faciliter la vie, on va prendre des QR codes, mais en tout cas être capable de comprendre ce qui est en train de se passer malgré le fait qu'on ne voit plus. Typiquement, vous avez en haut la situation réelle où il y a une boîte avec derrière un cube. Et déjà, la première chose qu'on peut voir, le monde en 3D, c'est la représentation interne que se fait le robot de son environnement en temps réel. Et on voit que le cube, même s'il n'est plus visible, est toujours présent dans le monde du robot. Et si jamais je continue à pousser la boîte, mon robot est capable d'estimer que le cube qui est derrière, même s'il ne le perçoit plus, possiblement est tombé. Donc on essaye de faire en sorte que nos robots puissent arriver à comprendre, même qu'ils ne perçoivent plus, et qu'ils soient capables d'émettre des hypothèses en fait, sur ce qu'ils ne perçoivent plus. À partir de là, on est capable également d'estimer la connaissance des humains. C'est-à-dire qu'on est capable de percevoir les humains et donc on va être capable d'émuler leur capacité à percevoir l'environnement. Et on va être capable d'injecter le même processus que pour le robot, mais de la perspective de l'humain. Et à partir de là, typiquement, superhumain, nous avons l'estimation de la vue de l'humain, nous avons en haut à droite le monde du robot et en bas à droite l'estimation du monde de l'humain.
Ça se voit pas très bien, mais chez le robot, en fait, un cube existe de son côté. L'humain ne peut pas le voir, donc le robot est capable de projeter la perception de l'humain et savoir que l'humain ne connaît pas ce dit objet. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser aussi des représentations de connaissances. Alors, moi, un peu mon dada, c'est les ontologies, donc des graphes de connaissances. Et on va avoir un graphe de connaissances dédié pour le robot, représenter sa propre connaissance. Mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on va avoir une base de connaissances dédiée à chaque humain avec lequel on interagit, de manière vraiment à séparer sa propre base de connaissances avec celle qu'on estime des autres agents. Et à partir de là, on va être capable d'estimer des divergences de croyances, ou en tout cas peut-être des fausses croyances chez l'humain. Et donc réagir au mieux. Et d'autres choses qu'on s'amuse à faire, c'est travailler sur juste le référencement spatial, parce que c'est quelque chose qui paraît très très simple, mais qui en fait est plein de complexité. Parce que typiquement, pour désigner juste un objet, genre typiquement ici un stylo, toute la désignation en fait va dépendre de la situation courante et de la tâche courante. Typiquement, ici, on peut juste dire le stylo, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit en plus, mais si j'augmente un petit peu la complexité de la tâche, ça va être le stylo qui se trouve dans le pot à crayon vert. Donc on voit que pour désigner une seule entité, en fait, on va devoir se lier à d'autres entités et que tout ça, en fait, va également être un graphe de connaissances de manière à trouver la communication optimale à donner à notre humain. Et finalement, tout ça, on essaye de le mettre ensemble et de tester nos architectures face à des tâches de psychologie cognitive qui sont éprouvées déjà sur des humains, et on essaye de le répliquer avec nos robots pour voir déjà est-ce que nos robots sont capables de passer ces tâches-là et de le faire de manière efficace ou non. Et la question primordiale, est-ce que les composantes qu'on a mis font sens ou non à mettre chez un robot? Parce que certes, on s'inspire des capacités cognitives de l'humain, mais comme je vous l'ai dit, le but n'est pas forcément de le mimiquer, on essaye de voir est-ce que ça fait sens chez un système robotique. Et donc ici, typiquement, notre robot doit faire enlever à notre humain 3 cubes. Et ici, on va avoir de l'estimation de la perspective, on va avoir de la perception de notre environnement, on va avoir de la communication, mais également de la planification de communication et donc de la planification de tâches, de manière à minimiser la communication globale et donc maximiser la performance de notre robot. C'est à peu près tout pour ce tour d'horizon, qui est peut-être un peu chargé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Vas-y, on peut.